Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 52, comme autant de semaines de l'année, Adrien me l'a rappelé. Salut Adrien, comment tu vas? Salut Thomas, bah ouais, un an, enfin c'est un an de Pop News en fait, Un an c'est de fou. Pop News, c'est beau. Un an de Pop News, Ils en plus la grandissent si saison... vite. Ouais, c'est un petit qui a bien grandi. Non mais la saison va bientôt se terminer, en plus, hein, on va pas se mentir. Il y a une nouvelle série qui cartonne en ce moment, donc on va la traiter, mais c'est vrai que l'été arrive et on va prendre peut-être de temps en temps voilà, un repos bien mérité, mais on vous en parlera plus tard. L'été sera beau, l'été sera chaud, on ne sait Dans les pas. t-shirts, dans les maillots. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que toutes les semaines, vous aurez du Pop News dans les oreilles. Avec Pop News, c'est votre récapitulatif hebdomadaire de l'actualité pop culturelle, avec un conducteur plutôt rodé désormais, avec les news, les brèves, le point box-office, le gros sujet de la semaine. Le gros sujet de la semaine, cette semaine, on a décidé, parce que l'Euro de football étant en train de commencer, et ce soir, au moment où on enregistre cette vidéo, il y a la France qui joue, et on ne saura pas du coup, puisqu'on ne peut pas regarder en direct à cause de nous en fait, c'est de notre faute. Puisque tous les lundis à 20h30 on est en direct sur Twitch et YouTube, mais aussi TikTok en direct pour parler avec le chat. France-Autriche, on ne sait pas. Donc les gens nous le diront dans le chat combien il y a, bien entendu. Ouais. Voilà, donc le gros sujet, c'est sur le football au cinéma et à la télévision, et pourquoi ça marche autant, les films sur le football, les documentaires sur le football, et on partira un petit peu sur des discussions autour du sport en fait, hein, au cinéma et à la télévision. Ensuite, le radar des sorties, et puis les recos de fin d'émission, et puis après, hop, on se dit au revoir et à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, il y a une petite friandise supplémentaire, c'est qu'en plus on va enregistrer notre débrief de l'épisode 1 de House of Dragon saison 2, qui sera ensuite diffusé sur toutes nos plateformes, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Dernier petit truc à dire, les étoiles, c'est très important sur les plateformes de podcast, les likes un petit peu partout sur les réseaux sociaux, ça fait toujours super plaisir, et enfin, quelques deniers sur Ko-fi, ça fait toujours évidemment immensément plaisir, merci à nos soutiens, au nombre de 2, puisque vous en avez Lactique et Franck, merci à tous les deux. Je crois que c'est à peu près tout, on peut y aller. Hein. On peut y aller, c'est parti. Et mais c'est moi avec la première grosse news de cette semaine. La première grosse news de cette semaine concerne House of the Dragon, qui 4 jours avant son lancement de saison 2 en France et aux États-Unis, a tout simplement été renouvelé pour une saison 3. Voilà, on l'attendait quelques jours après la diffusion des premiers épisodes, et ben en fait, HBO n'a même pas eu besoin d'attendre, ils sont tellement conscients qu'ils ont une poule aux œufs d'or entre les mains, qu'ils ont tout simplement renouvelé cette série pour une saison 3. C'est un peu leur vaisseau amiral, hein, ces dernières années maintenant, hein, House of Dragon. Francesca Orsi, qui est la directrice en charge des programmes de HBO, a annoncé chez Variety que George R. R. Martin, Ryan Condal et nos incroyables producteurs exécutifs, notre fabuleux casting et notre équipe ont atteint de nouvelles hauteurs avec cette saison 2 phénoménale. Nous ne pourrions être plus ravis de continuer l'histoire de la maison Targaryen et de voir à nouveau cette équipe briller pour une 3e saison. Dans le même temps, Ryan Condal, showrunner, a déclaré à Inverse que nous savons où nous allons dans la saison 3, nous avons un bon plan et nous connaissons le chemin pour y arriver. Voilà une bonne nouvelle. Concernant la date de tournage, on sait pas trop, mais dans les colonnes du Guardian, Matt Smith a déclaré qu'ils allaient remettre le couvert, et si on lit ce que dit le Guardian, il dit qu'en fait ils vont se mettre à tourner dans l'année 2024, ce qui est plutôt surprenant et ce qui n'a pas encore été annoncé, mais ce qui pourrait nous dire que ça va être plutôt rapide en termes de production. Je le disais dans notre guide publié sur la chaîne YouTube de Pop News, les scripts sont en train d'être écrits depuis janvier 2024 déjà. La dernière fois qu'ils se sont mis à écrire des scripts, en fait, ça a duré 1 an. Donc ce qui pourrait tenir, quoi. Début de tournage fin d'année 2024, probablement sorti peut-être début 2026, un truc comme ça. Ouais, fin d'année 2025, début 2026, ouais. Voilà. C'est même si la première saison avait été sortie l'été 2022. Ouais, c'était au tout début de la rentrée 2022, donc on en a eu jusqu'à fin octobre la dernière fois. Et là c'est pareil, juin jusqu'à août, donc jusqu'à en fait, mi-août. Ouais, pour eux c'est peut-être une série à diffuser milieu d'année à chaque fois. Exactement, sachant que en 2025 c'est déjà couvert pour les spin-offs de Game of Thrones, puisqu'on aura Hedge Knight, dont on parlera tout à l'heure dans les brefs. Exactement. Donc voilà, on a une... Ceux qui kiffent se régalent, c'est sûr que là...
carrément. Ça fait plaisir. Et on en parlera du coup un petit peu plus tard sur nos chaînes. Parlons de The Boys qui a annoncé également une saison 5. Exactement, The Boys. Mais ça, on le savait déjà, pour le coup. On le savait déjà, mais là, c'est confirmé. En fait, même avant la diffusion du premier épisode, enfin des 3 premiers épisodes sur Prime Video de la saison 4 de The Boys, le showrunner Eric Kripke a annoncé que la série de super-héros de Prime Video se terminera avec sa 5e saison. Même si on savait qu'il y avait une 5e saison, là, on sait maintenant que ça va se terminer avec la 5e saison. Il l'a annoncé sur X, anciennement Twitter, comme on aime à dire, que la saison 5 sera la dernière en publiant une capture d'écran d'une copie expurgée en fait, du scénario du final de la saison 4. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans le final de la saison 4, mais il a déclaré en légende « C'est toujours mon plan de terminer avec la saison 5. Je devais juste être prudent jusqu'à obtenir l'approbation finale de Vote. » Donc là, évidemment, il fait référence à la société, l'entreprise fictive qui est présente dans The Boys. Heureux de mener l'histoire à un climax sanglant, épique et humide. Regardez la saison 4, car la fin a déjà commencé. Donc voilà, on sent qu'il y a sûrement un plan avec cette saison 4 pour amener vraiment vers un énorme final que sera la saison 5. C'est pas plus mal pour avoir vu les 3 premiers épisodes. Je vais pas en parler en reco là parce que je préférerais plutôt parler de la saison entière en recommandation dans l'émission. Mais je peux déjà juste dire que les 3 premiers épisodes de la saison 4 sont pas mal, mais c'est pas non plus transcendant quoi. Donc peut-être que c'est pas plus mal que ça se termine avec la saison 5. On rappelle aussi qu'il y a des spin-offs, notamment un spin-off, Gen V. Il y avait aussi The Boys Diabolical, qui était une sorte de spin-off animé qui est très bien. Une sorte d'anthologie animée qui était très très cool, que tu peux regarder, qui se regarde très très bien. Carrément. Et évidemment, Gen V, une série en live action sur une université de super-héros qui en est déjà à sa 2e saison qui est actuellement en production. Et il y aurait 2 autres projets en développement. On en avait parlé il y a quelques temps dans l'émission. Un se déroulant au Mexique et un autre qui a été récemment teasé par... Je ne t'entends plus, Adrien. On a un problème, il y avait longtemps. Donc on va évidemment se mettre en mode... voilà, en mode... Le son a sauté, effectivement. Le son a sauté, vous m'entendez, hein, c'est ça, il n'y a plus qu'Adrien que vous n'entendez pas. Le mode panique, bien évidemment. On lance le mode panique, toujours pas. Ouais, là c'est bon. Je suis là, j'ai toujours été là. C'est une blague, je faisais semblant. Non, je rigole. Par contre, ça ne recorde plus du tout. Donc ouais, j'ai vu que le record s'était éteint. Les aléas du direct, vous le savez, hein, bien sûr, c'est comme ça que ça va. Retour, c'est bon. Ouais, c'est bon, t'entends. T'as bien enregistré les deux pistes du début d'épisode? Normalement, c'est bon, je vais vérifier. Okay. Ça va peut-être couper, attendez. Loud and clear. Tu m'entends toujours? Ouais. Ok, non, je le télécharge. Je suis désolé. Nos excuses, ce sont des choses qui arrivent. Vous savez, la technologie. Aujourd'hui. Tu vois, je parlais de shutdown, je suis vraiment idiot. Hein. C'est moi qui j'ai jinxé le truc, comme ça. Ça n'arrive jamais d'habitude, c'est très étrange. Enfin, jamais. Hop, et le record se poursuit. J'en étais où alors? Voilà, j'ai repris. T'étais en train de nous dire qu'il y avait des spin-offs qui étaient en cours de prod et que du coup cette saison 5 s'annonçait comme la dernière, mais qu'il y avait plein d'autres projets en fait autour de The Boys qui étaient prévus. Donc en fait, t'as déjà entendu tout ça, donc c'est bon. Ouais, donc okay. on a terminé sur les grosses news de cette semaine. Je peux enchaîner avec les brèves. Il y en a quelques-unes, mais c'est vrai qu'il y en a eu très peu de grosse importance, donc on va faire assez vite sur les news cette semaine. Première brève qu'on va traiter, c'est une star d'Euphoria qui va emmener la série Blade Runner 2099, c'est Hunter Schafer, donc la 3e star en fait de Euphoria avec Sydney Sweeney et Zendaya, qui va du coup jouer face à Michelle Yeoh dans une série spin-off de Blade Runner qui sera produit dont Ridley Scott sera producteur délégué, et ça va arriver chez Prime Video, mais on sait pas encore quand, tout simplement. Idris Elba et Rebecca Ferguson seraient en train de s'approcher
d'un casting dans le prochain film de Catherine Bigelow qui sortira sur Netflix. Alors, c'est un projet secret dont on ne sait pas encore grand-chose, malheureusement. Disney a trouvé sa Vaiana pour son remake live-action de Vaiana. Il s'agit d'une actrice australienne qui s'appelle Catherine Lagahaya, qui a des racines du côté des îles Samoa. La saison 2 de Hijack a commencé son tournage avec notamment Toby Jones, Lisa Vicari et Christian Paul qui vont rejoindre tout simplement Idris Elba dans ce thriller pour Apple TV+. Tu nous en parlais la semaine dernière et tu nous en reparleras tout à l'heure dans ton point box-office. Bad Boys 4, ça cartonne et a priori, il y a déjà des discussions qui pourraient être intéressées de la part de Jerry Bruckheimer pour un 5e volet. Alors il est en train de dire, enfin il calme le jeu en disant qu'ils attendent de voir ce que ça va donner au box-office, mais que pour l'instant les premiers échos sont quand même plutôt très positifs. Chez Netflix, on se frotte les mains, hein, puisque Baby Reindeer ou Mon Petit Renne est entré en fait dans la liste du top 10 des meilleurs lancements d'une série en langue anglaise, donc c'est pas rien. Donc c'est très très beau pour Mon Petit Renne, que je n'ai pas encore vu malheureusement, mais dont on avait parlé la semaine dernière. Je te la conseille, ouais. Tout à fait. La série. Le film animé Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim a dévoilé 3 premiers visuels officiels cette semaine, de l'occasion pour les gens de se rappeler ou de découvrir qu'il s'agit d'un film animé de façon japonaise et pas film d'animation en images de synthèse. Voilà, ça a été présenté au Festival d'Annecy, notamment en France, cette semaine. Les films Rebel Moon de Zack Snyder vont s'offrir une Director's Cut, 2 Director's Cut du coup, cet été chez Netflix, et on a désormais la date de sortie, ce sera le 2 août pour les gens les plus courageux, disons. Jamais j'y vais, moi. Voilà. Le nouveau spin-off de Game of Thrones qui s'appelle The Hedge Knight a déjà commencé son tournage cette semaine, elles ont appris de la part des insiders spécialisés, et le tournage devrait se poursuivre au moins jusqu'à mi-septembre, donc ce qui tente à confirmer que ça va sortir assez facilement en 2025. Et c'est tout, puisque c'est déjà l'heure du point box-office, Adrien, ce que tu vas nous parler notamment de Vice Versa 2. Exactement, qui est sorti aux États-Unis, qui sort aujourd'hui pour ceux qui écoutent le podcast. Il sort ce mercredi au cinéma en France, mais il y a déjà eu des avant-premières en France. Et lors de ces avant-premières qui ont eu lieu dimanche, Vice Versa 2 a attiré plus de 200 000 spectateurs. C'est énorme, mais bon, ça c'est rien par rapport aux États-Unis où le film a déjà généré 155 millions de dollars de recettes dans 4440 salles, ce qui en fait le deuxième meilleur démarrage de tous les temps pour un film d'animation, juste derrière Les Indestructibles 2, qui lui avait réalisé 182,7 millions de dollars. Donc c'est incroyable ce qui se passe avec Vice Versa 2. On s'attendait pas du tout à ce que ce soit un carton aussi énorme dès le début, parce qu'on sait que les anciennes productions Pixar récentes, notamment Luca, Alerte Rouge, etc., c'était pas gagné pour le studio. Et là, d'un coup, ils ont l'air de repartir. Donc là, j'ai parlé des États-Unis, mais à l'échelle mondiale, Vice Versa 2 a déjà réalisé un box-office de 295 millions de dollars juste pour son premier week-end, ce qui comprend bien évidemment les 155 millions de dollars aux États-Unis dont j'ai parlé, et pour le reste, c'est 140 millions de dollars répartis pour l'instant sur 38 territoires. Et comme je l'ai dit, la France n'est pas encore sortie totalement. Il y a eu des avant-premières, mais c'est ce mercredi que le film va sortir. On imagine que ça va être un carton. La pub est déjà bien présente en France, que ce soit à Paris ou en province, il y a du marketing à foison. C'est le meilleur démarrage de 2024 pour un film tout confondu, que ce soit film d'animation ou film live action, et c'est le meilleur démarrage de Disney depuis Avatar 2, qui était sorti il y a 2 ans. Donc c'est vraiment assez incroyable. Le budget, je le rappelle, est autour de 200 millions de dollars, et là on est déjà à 295 millions de dollars. Donc est-ce que ce sera un film qui peut atteindre le milliard ?
Pourquoi pas? C'est pas C'est impossible, hein. un gros blockbuster d'été. C'est une franchise connue parce que Vice Versa avait été un énorme succès quand il était sorti et c'est un film vraiment apprécié du grand public donc il n'y a pas de raison que ça aille pas aussi loin. Écoute, c'est super. On peut peut-être prévenir les gens qu'on va certainement aller le voir le jour de la sortie et Oui, oui, qu'on tout à va fait. vous proposer notre avis dans la foulée sur YouTube et sur Dailymotion. Exactement, on va essayer de faire ça Mm. le plus rapidement possible. Je poursuis avec Bad Boys 4, Mhm. celui qui vient de sortir aussi, qui a franchi la barre des 200 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour un budget de 100 millions de dollars. Donc le film avec Will Smith et Martin Lawrence est complètement rentré dans ses frais. C'est bon, la moula est au rendez-vous, il n'y a pas de problème. Et je termine avec un petit truc en plus, j'en parle toutes les semaines, mais c'est vrai que le film d'Artus est quand même assez fou au niveau des résultats. Il n'a perdu que 12% de ses entrées lors de son 7e week-end et il a engrangé 578 000 entrées sur 1092 copies. Au cumul, au total, on arrive déjà à 7 193 000 entrées, ce qui le rapproche en fait des 10 millions qui sont visés par les experts et les analystes qui disent qu'il y a de fortes chances que le film d'Artus dépasse, en tout cas atteigne le cap des 10 millions d'entrées. Donc on Waouh. va suivre ça avec intérêt encore jusqu'à la fin de l'été. Je pense que le film a de grandes Oh chances bah oui, il de se va rester cet poursuivre. été, c'est sûr. Il va rester tout l'été et voilà pour le point box-office. Donc Magnifique. je voulais parler aussi, c'est pas forcément du cinéma, mais c'est Sous la scène, Ouais. qui est un énorme carton de Netflix, carton surprise ou pas, mais en tout cas c'est un carton assez incroyable, que ce soit en France, mais aussi aux États-Unis et dans Mm. d'autres pays, il est numéro 1 partout. Et c'est vrai qu'autour de moi et autour de toi aussi, je Oui, pense, tout le monde en parle, quoi. Tout le monde l'a vu, bah que ce exactement. soit pour bâcher, que ce soit pour kiffer, en tout Ouais. cas, les gens l'ont vu, quoi. Mais tu sais, c'est un peu le phénomène Emily in Paris. Les gens en France crachent dessus, mais tout le monde va le regarder. Donc en fait, quelque part, Exactement. Bah, c'est carton assuré, quoi. le pari carte postale avec un requin, ça marche, quoi. Exactement. C'est rigolo. Impeccable. Écoute, c'est l'heure du gros sujet qu'on a décidé. On va dire que ça fait partie des marronniers quand il y a une grande compétition. On s'est dit, on l'a pas encore fait. Parlons un petit peu football et d'une manière générale sport au cinéma et Oui. à la télévision et en streaming, puisque ça fait partie des plateformes qui aiment beaucoup ce genre de production, puisque l'Euro de football se lance, voilà, pas besoin de vous faire un dessin. Qu'est-ce qui fait que le football, il y a tant de films qui ont été produits autour du foot, et qu'est-ce qui fait que ça marche en fait? Enfin, il y a un truc, moi je trouve, qui est un petit peu... T'es dedans, quoi. Souvent dans les films... Non mais il y a, les films de foot ou les séries de foot, moi particulièrement, les séries documentaires notamment, Mhm. sur des clubs de foot qui jouent la relégation, enfin qui jouent justement d'éviter d'être relégués ou qui jouent la promotion. T'es à fond dedans, quoi. Tu veux comprendre comment ils vont s'y prendre. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a un peu que le foot, quoi, qui est capable de faire ça. On viendra plus tard, hein, évidemment, sur les autres sports qui marchent bien au cinéma, mais je trouve que... Enfin, en tout cas, c'est assez prégnant que les séries docu, notamment, chez les plateformes, ils aiment bien en manger, quoi. Donc ça Mhm. veut dire que le public est présent. Faut revenir en fait, je pense à ce qu'est le foot aussi. C'est extrêmement Grave, fédérateur de grave. base. C'est un sport. On le voit avec l'Euro, on le voit avec les coupes du monde, on le voit avec n'importe quoi, avec la Ligue 1, avec Ouais, la Champions League. C'est tout de suite très fédérateur. Et grave. même si tu ne supportes pas un club, tu peux quand même prendre du plaisir à regarder un match de foot parce que tu vas choisir celui qui te plaît le plus entre les deux, tu vois, entre les deux équipes, celle qui te plaît le plus. Je pense que le foot a ce pouvoir-là, comme peut l'avoir, je pense, aux États-Unis, le football américain aussi. Ouais. La NBA, c'est un peu différent. Le basket, c'est un peu, je pense, trop resserré. Ça va peut-être un peu trop vite que le foot. En tant que sport, tu peux vraiment apprécier voilà, un match de foot c'est très facile de comprendre les règles aussi. Je veux dire, Oui, à part c'est le plus simple hors-jeu que le au début, rugby, quoi, c'est mais sûr. après, c'est très très simple de comprendre. Qu'est-ce qui fait aussi que ça marche au cinéma et à la télévision? Je pense que c'est les règles, comme j'ai dit, qui sont assez simples, assez faciles à comprendre, plus que les règles du tennis par exemple. Il y a Challengers qui est sorti il y a pas longtemps. Je pense que quelqu'un qui connaît rien au tennis, bon bah tu peux pas lui mettre un film de tennis technique. Tu vois. Le foot c'est un ballon, ça rentre et c'est fait quoi. Enfin, c'est pas très très compliqué. Au-delà de ça, c'est aussi 90 minutes.
Donc, Ouais. ce qui est techniquement la durée d'un film en Oui. moyenne. C'est idiot, hein, peut-être, mais tu vois, ça marche aussi comme ça. Il y a une mi-temps, une vraie mi-temps bien définie. Donc, 2 actes, techniquement, tu vois, tu Oui. peux le voir aussi comme ça. Et si tu fais un film, je parle vraiment juste un film sur le foot, sur une rencontre. Mais là, il y a tellement d'autres œuvres qui n'ont Bien sûr. pas fait que ça. Et il y a vraiment ce truc de... évidemment, tu peux faire affronter deux adversaires. Au lieu que ce soit que 2 équipes, tu peux aussi mettre à l'intérieur les 2 entraîneurs. Tu peux aussi mettre, tu vois, 2 stars du foot qui s'affrontent, tu vois, dans 2 équipes adverses, etc. etc. Donc, tu as beaucoup de possibilités de scénario, de narration et de tiroirs en fait que tu peux ouvrir avec le football. Je pense que c'est plus compliqué sur un film sur le volleyball par exemple ou sur le hand. Et puis c'est international surtout. C'est international, alors c'est évidemment moins fédérateur aux États-Unis parce que eux, pour eux, le football c'est autre chose que notre football, même si maintenant ils s'y mettent un petit peu plus puisqu'ils débauchent de nombreuses stars, etc. Mais le soccer, mais c'est vrai que, en tout cas en Europe particulièrement, il y a une culture football qui a déjà plusieurs grosses décennies d'histoire, et les clubs aussi ont une histoire, et du coup des supporters, etc. Donc ça aide. Il y a aussi, et je pense particulièrement au Royaume-Uni, une très très forte identification ville égale club. Et donc du coup mathématiquement, ça crée des histoires, en fait. Je pense à la série docu dont je vous avais parlé, justement, qui s'appelle Sunderland envers et contre tous, où, justement, quand le club va mal, la ville va mal, et vice-versa. Et en fait, et tu vois les gens, tu sais, qui s'identifient à fond, c'est-à-dire qu'ils ont chez eux, ils ont des hôtels à la gloire de leur club, et donc cette série qui a fait 3 saisons, mais je pense pas qu'ils en feront une 4e, mais et donc du coup, quand ils sont relégués 2 années de suite, tu te dis putain, mais comment ils vont sortir de là? Et tout de suite, en fait, ça crée une intrigue, même pour toi qui évidemment vient pas de Sunderland, parce que il y a un objectif qui est clair, il y a des acteurs qui sont définis assez facilement, c'est-à-dire que t'as le manager, t'as le coach, t'as les stars entre guillemets du club, donc tout de suite tu vois quels sont les antagonistes aussi, tu vois, c'est assez des rôles facile. en fait, tout de suite c'est exactement, des les rôles sont très identifiés tout de suite, et ça marche bah bien, parce que tu te dis ok, mais tu peux aussi faire du drama autour de ça, parce que tu te dis ok, là ça marche, enfin là en ce moment ils ont une bonne dynamique, mais là ils arrivent sur les playoffs et c'est des matchs coup près, etc. Donc tout de suite t'as du suspense qui se met en place, et je trouve que ça marche bien. Alors ça, du coup, il y a pas mal de sports qui ont cette typologie-là, hein, évidemment, mais je trouve que ça marche particulièrement bien avec le football pour les raisons que tu as évoquées tout à l'heure. Je pense que ça marche bien. Je pense que les postes aussi sont très définis. On peut en parler très longtemps sur le sujet. Mais tu vois, par exemple, les postes sont très définis. Il y a attaquant, défenseur, milieu de terrain. Ça aussi, tu vois, ça définit très, très clairement. La star, c'est l'attaquant, on le sait. Le défenseur peut-être un peu moins présent, mais il est important. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Dans plein de sports, évidemment. Dans tous les sports, il y a des postes. Hein. Mais je pense que pour le grand public, c'est très facile, en fait, de comprendre le foot. Et je reviens encore là-dessus, je pense que c'est assez évident. Et je vais prendre la série, par exemple, Ted Lasso. C'est exactement ce que tu viens de faire, ce que tu viens de décrire avec ton documentaire que j'ai pas vu. Hein. Bien sûr. C'est Sunderland, c'est ça? Ouais. Sur un club qui peut aller bien comme aller mal. Et tu vois tout de suite ce qui se passe si ça déraille au niveau du coach, si ça déraille au niveau de la star du club, parce que la star du club, en fait, c'est quand même un leader, donc peut-être qu'elle va aider, tu vois, à aller mieux. Tu vois aussi les à côté dans Ted Lasso. C'est une comédie, hein, Ted Lasso, mais tu vois quand même les à côté, où le pub où tout le monde se retrouve pour regarder le match, c'est quand même ultra fédérateur, c'est ultra important. Et ça permet d'avoir plein de strates, je trouve, très faciles à mettre en place. Et puis aujourd'hui, on a aussi de très beaux docus. Bon, il commence à dater un petit peu, mais c'était Zidane, portrait d'une légende du 20e siècle, qui était super. C'est vraiment le match de... Je sais plus quel match de foot c'était pour lequel il a été filmé, mais c'était littéralement un match de foot en entier où Zidane est filmé, quoi. Et t'as l'impression de regarder un film
un film d'action, faut pas déconner, mais Oui, c'était oui. un super docu, quoi. Mais il y a un côté très théâtral aussi dans le sport, pour parler plus d'une manière générale, où les esprits s'échauffent vite parce que souvent on met beaucoup d'enjeux dans une rencontre. Il y a aussi, souvent quand on est sur les matchs à élimination directe et que tu as des matchs coup près, forcément, l'enjeu il est énorme, c'est-à-dire que si tu gagnes pas, en fait, t'es viré, quoi. Donc c'est évidemment, et puis alors après, comme si tu rajoutes en plus la dimension économique de si on gagne pas, là on est relégué, donc ça veut dire qu'on gagne plus de thunes, machin. Donc il y a un vrai... C'est ça. Il y a une dimension qui est très complète, en fait, dans T'as plein de choses, comme tu dans un dis, match. il y a l'émotion, il y a le pognon, Bien sûr. il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, en fait, et donc c'est un tout qui fait que tu peux forcément créer une œuvre ultra intéressante autour du foot, quoi. Après, faut pas tomber dans les travers du foot cliché, Ouais. mais tu peux faire aussi des drames, tu vois. Il y a Coup de tête, voilà, avec Patrick Devers. Tu peux faire des grosses comédies potaches avec 3-0. Tu peux tout faire, en fait, avec le foot. Enfin, tout Ouais, est mais Shaolin grave. Soccer qui illustre C'est ça, j'allais le notre citer sujet. justement, parce que Shaolin Soccer, pour le coup, et ça me fait un petit peu penser au délire Olivier Tom, Captain Tsubasa, où en fait tu peux tout faire avec le sport, dans le sens où tu peux même aller jusqu'à un animé japonais qui joue complètement avec la réalité, parce que évidemment un match de foot de Captain Tsubasa, bon, il se passe 20 minutes, mais il a toujours pas traversé le terrain, tu vois. Mais en fait, c'est un peu ce délire-là, et Shaolin Soccer notamment est un vrai exemple à mon avis, c'est qu'en plus tu peux aller dans le loufoque si t'as envie, et il y a un vrai dynamisme aussi dans ces corps qui jouent avec un ballon, etc. Et comment tu peux jouer de ça avec justement Shaolin Soccer et ces gens qui utilisent un petit peu les techniques Shaolin pour jouer. Donc, mais souvent, en fait, sur les films les plus intéressants, t'as aussi des dimensions sociales. Tu sais, genre, tu sais que tu sais pourquoi les personnages jouent. Pour dépasser une certaine... un certain niveau dans lequel ils vivent, etc. Tu vois. Il y a aussi le côté de David contre Goliath, notamment, tu complètement, vois, avec ça marche avec la tellement. relégation et tout. Enfin, Bien ça sûr. marche toujours. Tu vois, oh là là, est-ce qu'ils vont être relégués? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que machin? Et les blessures, c'est con. Clairement. C'est comme dans un film où le héros il est blessé, mais comment il va faire, ça. etc. Et puis il revient. Il revient, Ouais. etc. Est-ce que c'est pas du chiquet? Parce qu'en général, peut-être que c'est un peu faux. Il y a de la tromperie. Il y a de la manipulation, il y a... Et puis, attends, on en parle Les comme changements de ça, stratégie, etc. Stratégie, mais Tapi, par exemple, Tapi, ça revient sur le foot, alors d'une autre manière. Mais la série Tapi, c'est ça aussi, tu vois. Ça revient sur un mec qui a fait gagner l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, chose qui n'avait jamais été faite. Et après, tu vois, qui est un espèce de gros magouilleur et qui va déconner et qui va filer des valises de fric. Mais tu vois, c'est ça aussi le foot, quoi. Il y a tellement de choses à faire à chaque fois. Mais il y a plein d'angles, en fait. Il y a plein d'angles, tout le temps. Énormément d'angles qui sont possibles. Et c'est vrai que moi, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles ça marche. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais vraiment le moment où tu te dis « Ah, encore un film sur le foot. Ah, encore une série sur le foot. » Parce que tu sais que, en fait, suivant les personnages que tu suis, l'équipe que tu suis, l'angle avec lequel tu as choisi de les suivre, t'auras pas du tout la même chose. Parce que tu vois, regarde, là tu as parlé du film sur Zidane, mais tu regardes Les yeux dans les bleus. Où tu suis l'épopée justement de France 98. Muscle ton jeu, Thomas, muscle ton jeu. Muscle ton jeu, Adrien. Voilà, non mais c'est... Et puis là, pour le coup, t'as un vrai... Il y a un vrai truc de documentaire truc un peu petite souris, tu sais. Ouais. Tu te mets un petit peu aux endroits où t'es pas censé avoir accès. Et tu te dis, attends, mais en plus, non seulement ils ont gagné la Coupe du Monde, mais en plus j'ai le droit de voir ce qui s'est passé, ce qu'ils se sont dit et tout. Donc t'as vraiment l'impression d'y être et de revivre un petit peu ce truc-là. T'as le truc de Vicage Dorasso aussi, son docu chelou de Vicage Dorasso, un peu filmé avec une caméra Super 8 ou je sais plus, enfin j'ai jamais vu ce truc là, mais c'est un truc un peu indé, bref. Mais en fait tu peux vraiment tout faire dans le foot. Non mais complètement. Je trouve même qu'il l'exploite pas assez, il y a pas assez de films sur le foot je pense, quoi. Enfin, après c'est peut-être pas plus mal parce qu'il faudrait pas qu'on soit gavé de ça. C'est-à-dire que maintenant en fait ce qui se passe c'est qu'on fait souvent des documentaires à la gloire d'un joueur ou d'un autre. Maintenant c'est le grand truc. Oui, il y a eu, on a fait Ronaldo, on a fait Messi, on a fait Giroud. Ça commence à faire beaucoup. Tu sens que c'est plus ou moins téléguidé. En fait. Oui, ben non, c'est ça. C'est sur une personnalité. Ouais. C'est ça qui est dommage. Et ça, je trouve que c'est moins intéressant.
mais ça se fait beaucoup. Ça se fait beaucoup. Bah, en fait, tout le monde veut son The Last Dance de Michael Jordan pour partir sur un autre sport que le football. Avec, pendant le confinement, tout le monde a regardé The Last Dance, qui est donc une série documentaire sur le dernier titre NBA de Michael Jordan et des Chicago Bulls. Et ça a tellement bien marché que tout sportif veut ce truc-là. Et, il y a ça, il y a aussi la F1 avec Drive, Drive to Survive, c'est ça qui est pas mal, tu vois, mais c'est vrai que ça a tout changé, quoi, et donc forcément, je pense que le foot n'en fait peut-être pas, je réfléchis en parlant, mais je pense que le foot n'en fait pas parce que ils ont pas besoin de notoriété. La F1 en avait besoin. Oui. La NBA c'est un peu spécial parce que c'est Michael Jordan et c'est l'équivalent de Zidane dans le basket. Oui, c'est clair. Voilà. Non, il pourrait faire un truc sur Zidane, je dirais ok, tu vois. Un The Last Dance sur Zidane, ça manque, je pense. Ils en feront un S4, mais sur le sport en lui-même, c'est vrai que c'est un sport assez fascinant parce que sur le t'as jamais eu un film comme par exemple c'était Joyeux Noël avec Danny Boone et Canet où ils sont pendant la Seconde Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale et ils font un match de foot, tu vois. Oui, c'est vrai. Pendant la trêve de Noël, tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça. Tu te dis pas tiens, ils vont faire un match de basket ou de handball, tu vois. Le truc avec pareil, j'ai perdu avec Pelé, Stallone, etc. Ouais. Où ils jouent au foot dans un camp de prisonniers, tu vois, pendant la guerre. Ce genre de truc, en fait, c'est pour ça que ce sport a un truc très humain, très pareil je vais arrêter de sortir des exemples et de name dropper les trucs, mais dans Walter Mitty, pareil, il se retrouve très très loin à l'autre bout du monde. Et qu'est-ce qu'il connecte aux gens, aux jeunes, etc. à un moment dans une scène, c'est qu'il joue au foot en fait avec eux, quoi. Et c'est un truc où tout de suite tu peux comprendre, tout de suite tu peux le faire. Mais même si t'es nul au foot, en fait tu peux jouer au foot. Donc ça marche, je pense que ça touche quelque chose de très très profond. Mais tu vois, moi, par exemple, pour parler des autres sports, je trouve qu'il y a des sports qui se prêtent super bien au cinéma, particulièrement au cinéma. Et je trouve, j'en vois pas d'autres de plus cinématographique que la boxe. Le foot. Non, mais en dehors du foot pour le coup, parce que la boxe, ouais. C'est vrai que la boxe est très très cinématographique. La boxe c'est très fort parce que non seulement les personnages sont très clairs et tu peux facilement les identifier et mettre à profit tout le travail en fait de caractérisation qui a lieu entre les matchs. Donc évidemment, c'est Rocky, c'est $1 Million Baby, c'est Raging Bull, c'est tout ça, tu vois. Où tu te dis, j'apprends à connaître ce personnage, et en fait, quand il est sur le ring, je sais pourquoi il se bat, et quels sont ses enjeux, et en fait, je suis tellement avec lui parce que je sais que s'il perd, ça va être une catastrophe, quoi. Et ce que je trouve encore plus impactant, c'est qu'en plus, dans les films de boxe, surtout quand c'est des sagas comme Rocky, ils arrivent à les faire perdre aussi. Ce qui n'est pas forcément toujours le cas des films de foot, où souvent ça se termine et il faut que ça gagne, tu vois. C'est vrai. Mais parce que l'enjeu est peut-être encore plus collectif, évidemment, il y a un truc plus large que dans la boxe. Tu viens vraiment sur l'humain et sur une seule personne en général, quoi. Et c'est vrai que Creed, Rocky, etc. Je trouve que les derniers Creed gèrent bien ce truc-là. Grave. Tu peux pas forcément gagner tout le temps. Et justement, même quand tu gagnes, est-ce que t'es un vrai gagnant? Est-ce que c'est cool de gagner? Pas forcément non plus, tu vois. Grave. C'est vrai que la boxe là-dessus, c'est super intéressant. Et Creed est très fort aussi là-dessus. Après, notre gros sujet, c'est sur le foot, mais c'est vrai que Creed, on parlait d'animé tout à l'heure, joue là-dessus. Michael B. Jordan est très fan d'animé, et la séquence finale de Creed dans le ring, c'est un animé en live action, quoi, un peu, quoi. Et donc, c'est vrai que les films de sport ont aussi la possibilité de s'inspirer de plein d'œuvres différentes, de plein d'autres genres. Et le foot, je pense, c'est un super canevas pour ça. Grave. Mais c'est vrai que l'Euro, là, ça donne envie de regarder d'autres, des films ou des séries sur le sport en général. Et c'est vrai que notamment le foot, quoi. Mais c'est clair. Ouais, je sais pas si j'aurais des trucs de foot à recommander particulièrement. Alors si, je vous l'ai déjà recommandé dans ce podcast, mais Sunderland, c'est stylé sur les 2 premières saisons. Les yeux dans les bleus. Gosling, c'est pas mal aussi. Ouais, alors j'ai pas vu encore Wrexham,
mais je pense que c'est le même délire. C'est le même délire. En fait, c'est Ted Lasso version vraie, quoi. Enfin, en réel, un peu. Pour l'histoire, c'est qu'en gros, Ryan Gosling et Ron McElhenney récupèrent en fait un club de foot anglais qui est en perdition totale, quoi. Et dans la vraie vie, hein. Et c'est un documentaire, c'est pas du tout une fiction. Et en fait, ils mettent le fric pour que ça fonctionne et ils y connaissent rien du tout, mais eux ça les fait marrer de suivre ça et en fait ça fonctionne. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, ils montent, ils gravissent les échelons, ils commencent à gagner des titres et là actuellement je sais plus, je crois qu'ils sont passés à l'équivalent de la Ligue 2 peut-être oui, je crois. anglaise, je crois, un truc comme ça. Et ils partaient de très très loin, quoi. Donc c'est assez ouf. C'est assez ouf, donc ça je vous le conseille. Ted Lasso évidemment, si vous voulez passer un bon moment, c'est rigolo. C'est pas que une série sur le foot. En fait, vous pouvez mater ça sans connaître le foot, mais c'est vrai que c'est rigolo d'avoir les petites références à chaque fois. Grave. Et puis après des grands classiques, je l'ai dit, coup de tête, le docu sur Zidane il est toujours aussi bien. Et puis c'est vrai que c'est souvent des docus. Ouais, et je trouve qu'en fait, alors, je sais pas si c'est du sensationnalisme ou si c'est juste parce que c'est bien monté, mais souvent, en fait, les docus, ils sont assez haletants, quoi. Parce qu'ils arrivent à te dire, enfin, à te faire comprendre assez facilement les enjeux et puis te faire parler les bons intervenants au bon moment, avec la bonne citation et tout. Et ça, je trouve que ça marche bien, quoi. Et, non, ça fonctionne très très bien. Et ça c'est plutôt cool. Et non. Sinon, moi, franchement, en film de foot, le seul que j'ai vraiment en tête, c'est Shaolin Soccer, quoi. Ouais, j'étais très content, il faudrait que je le revoie. Mais en fait, je l'ai revu et c'est moins sympa que ce que j'avais en tête. Oui, je pense qu'il est un peu vieilli en plus. Ouais, il est un peu vieilli. Ouais. Bon. Mais bon, quand même. Il y a Jouer comme Beckham aussi. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est clair. Non, mais comme quoi, en fait, on peut faire plein de trucs parce que le Jouer comme Beckham, c'est sur l'émancipation féminine, etc. Donc c'est pas forcément un film de foot, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'en fait plus trop, en fait, des films pour le cinéma qui sont vraiment des fictions et qui se basent sur le foot, quoi. C'est rare. Je trouve que ces derniers temps, c'est assez rare. Parce que je pense que le foot en a peut-être plus besoin. Ah, c'est vrai, Les Seigneurs avec Joey Star, nous dit Franck. C'était pas très bien. Non, Seigneurs et Joey, mais je vais pas dire que c'est relativement récent, mais bon, par rapport à ce qu'on cite, combien de... un peu quand même. 7 ans. Je vais regarder. Le Seigneur, un truc comme ça, ouais. 2012. Oui, 12 ans déjà. What non, waouh, ok. Eh bah dis donc. Oui. Et on vieillit, et bah ok. Bref, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un sport assez intéressant pour ça. On voulait en parler parce que c'est un super canevas, encore une fois, pour le cinéma à la télé. Je crois que j'ai vu ce film aussi 2015, La Dream Team. Alors c'est avec Depardieu et Mehdi Sadoun qui reprennent une équipe de foot. Mais genre vraiment une équipe de foot de gamins, quoi. Ouais. Bon, ça me dit quelque chose, vaguement. Ouais. Ça me dit quelque chose aussi. Voilà ce qu'on voulait vous dire. C'était vraiment histoire de parler un petit peu de ça, sachant qu'on ne peut pas regarder le match de toute façon. Et oui, on sait pas qui a dû commencer il n'y a pas si longtemps que ça, mais a priori, le score ne nous est pas donné, donc c'est qu'il y a 0-0, j'imagine. Ça fait 15 minutes pour ceux qui écoutent le podcast, ça fait 15 minutes, ça. Et puis Didier, bien sûr, avec Alain Chabat. Évidemment. Bien entendu. Écoute, je te propose de passer au radar des sorties. Je t'en prie. Puisque j'ai quelques petites sorties à vous donner cette semaine. Une en salle, bien entendu, c'est Vice Versa 2, qui sort le 19 juin dans les salles françaises, hors évidemment avant-première. Le synopsis, c'est fraîchement diplômée, Riley est désormais une adolescente, ce qui n'est pas sans déclencher un chamboulement majeur au sein du quartier général qui doit faire face à quelque chose d'inattendu, l'arrivée de nouvelles émotions. Joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps fonctionné avec succès, ne savent pas trop comment réagir lorsqu'anxiété débarque, et il semble qu'elle ne soit pas la seule. Voilà. Très très bien. Franchement, le pitch est super, j'ai très très hâte de voir ça, j'espère que ça sera bien. J'espère aussi. Puis j'aime bien Vice Versa en plus, donc j'espère que le 2 sera stylé. Évidemment, on vous en parle après la fin de ce podcast. House of the Dragon saison 2 est arrivé sur Max en France le 17 juin, donc aujourd'hui, à l'heure où on enregistre ce podcast. Westeros est à l'aube d'une guerre civile sanglante entre la team Green et la team Black, deux camps rivaux se disputant la légitimité de leurs souverains respectifs sur le trône de fer, le roi Aegon et la reine Rhaenyra.
Sur Netflix, je vous propose le 21 juin Riposte ou Trigger Warning en anglais, avec Jessica Alba dans le rôle de Parker, une membre aguerrie des forces spéciales qui se retrouve plongée dans une enquête dangereuse après la mort soudaine de son père. Pourquoi je le note? Parce qu'on aime bien Jessica Alba dans ce podcast. Voilà. Oui, voilà, c'est tout. Voilà, Ouais. on peut le dire. Dark Angel. Oui. Ah, Je peux en parler de Dark Angel d'ailleurs. La trilogie du samedi. Oui, bien sûr. C'est James Cameron. Ah, mais tout est On a écrit. oublié tout ça. Ouais. Et en jeu vidéo, parce que oui, une grosse sortie jeu vidéo cette semaine, c'est le DLC d'Elden Ring qui s'appelle Shadow of the Earth Tree et ça sort le 21 juin sur PC, sur les deux PlayStation, sur les Xbox. C'est un contenu additionnel qui ajoute une région complètement inédite à explorer qui s'appelle le Royaume des Ombres avec son lot de surprises et de nouveaux dangers, bien sûr. Ça peut Voilà. être génial. Bon, tous les amateurs évidemment sont à fond, on les Moi, je croit vais y aller. Hein. depuis des années dessus. Moi, Je j'ai vais y j'ai aller. toujours pas joué à Elden Ring, donc bon. Voilà. J'ai qu'une peur, moi, c'est de ne plus savoir jouer. Oh, mais non, mais ça c'est comme le vélo, Oui. ça. Non, pas Elden Ring. Non. J'ai très peur. Je pense que j'y ai pas touché depuis un an et quelques. Ouais, facile, 1 an et demi. Ouais. Non, Ah, il faudra que j'y joue. Moi, le seul Souls auquel j'ai joué, c'est Demon's Souls. mais le remake en plus, toi. Le remake, ouais. Ouais, Oui, non, oui, faut que parce tu fasses que les le- Souls, faut que tu fasses les autres. Ouais, un jour peut-être. Carrément. Un jour peut-être. Un Bon, jour. c'est l'heure des recos. Toi, t'as une reco, et j'ai une petite Ouais. reco que j'ai rajoutée à la fin, moi, je te Eh ben, let's go. le dirai après. Vas-y. Eh ben, je peux commencer. Ouais. Ben, moi, je vais vous parler de l'art de James Cameron, qui est l'expo à la Cinémathèque actuellement. La Cinémathèque à Paris, bien évidemment, et elle dure jusqu'en janvier 2025. Donc, vous Oui, avez parce un petit peu qu'après de il temps. change, mais je sais plus quel réalisateur sera à Ah, traiter. je sais, c'est un réalisateur aussi, ouais, en tout cas, expo que j'ai faite donc là le week-end dernier, super expo. Ça s'appelle l'art de James Cameron parce qu'en fait, ça revient vraiment sur les idées qu'il a couchées sur le papier quand il était gamin et qui ensuite ont donné beaucoup de ses films, peut-être des productions. On parlait de Dark Angel, etc. Donc, il y a des choses qui ont été inspirées par ses premières esquisses. Premier choc en fait quand on arrive dans l'expo, déjà c'est plutôt bien mis en scène, c'est plutôt bien agencé et ce qui choque vraiment c'est toutes les œuvres et tous les dessins qu'ils ont récupérés de James Cameron, tous les originaux. C'est impressionnant. Faut se dire que c'est vraiment une expo de dessin plus qu'une expo de maquettes, statuettes, de trucs comme ça. Il y en a un peu, hein, notamment Terminator et un petit peu Avatar, mais en fait vraiment la première partie de la salle, la première partie de l'expo, c'est une salle dans laquelle on voit ces affiches de films qu'il faisait pour des séries B, de notamment Roger Corman, producteur qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Roger Corman qui était vraiment le producteur qui produisait à la chaîne pour une bouchée de pain à chaque fois. Et en fait James Cameron lui faisait 1 à 2 affiches de films, superbes affiches de films, mais pour des gros nanars en fait. Un film par exemple qui s'appelait The Interceptor, et en fait tu vois un flic en train de foutre un high kick à un motard et le casque qui explose, et James Cameron tu fais mais super dessinateur. En fait, s'il n'avait pas été réel, il aurait été dessinateur de BD ou un talent fou quoi. Et donc, ça lui permettait de se payer ensuite des cours, de se payer de mettre de l'argent de côté pour faire ses films, etc. Donc ça c'est la première partie, tu vois que c'était un fanat absolu de science-fiction, qu'il a dévoré des bouquins de science-fiction toute sa jeunesse, que sa mère le poussait dans ce sens-là en fait, à dessiner ses rêves. Notamment il y a une partie où on lit que sa mère lui disait de dessiner ses rêves le matin ou la nuit, quoi. Donc tu sens déjà la mère artiste qui sait qu'il faut pousser son enfant. Donc ça c'est la première partie qui est super intéressante sur lui. Ensuite tu arrives à Terminator 2 et Terminator 2, et là tu vois, il t'explique qu'en gros il a fait un rêve fiévreux quand il était à Rome, et il a rêvé d'une machine androïde qui sort des flammes, et il a dessiné ça, et en fait ça a donné l'idée du Terminator qui ensuite sort des flammes à la fin du premier, et donc il a eu l'idée de faire le Terminator. Bon, je vais pas refaire toute la carrière de Cameron, bien sûr. En gros c'est ça, et après arrive un moment qui est trop cool où il parle de son projet qui s'est jamais fait, Xenogenesis je crois que c'est ça, et en gros c'était pour lui, si je me trompe pas, une série, et pas une série de films, mais une série dans laquelle en fait on suivait l'équipage d'un vaisseau spatial qui en fait tombait sur des planètes à chaque épisode. Pour moi c'est une série, je crois, c'est une série. Ça me dit et
En fait, il a fait plein de planches magnifiques, des concept arts magnifiques, où en fait, toutes ces idées qu'on voit sur ces concept arts ont été reprises par la suite dans Abyss, dans Avatar, dans peut-être pas Titanic, mais dans comment ça s'appelle Avatar. Ouais, non, je l'ai déjà dit, Avatar, dans Terminator aussi, etc. etc. Et notamment, par exemple, il y a un dessin qui date des années 70, sur lequel on voit une fille toute bleue avec un pantalon violet. Enfin, c'est exactement Neytiri, qui a des jambières violettes et qui est toute bleue. Il l'explique lui-même. Il y a par exemple un espèce de gros robot un peu bizarre sur des grosses roues. Bah, c'est les robots qu'on voit dans le futur dans Terminator. D'accord. Etc., etc. Donc, en fait, il le dit lui-même, il fait bah, moi, en fait, j'ai pris toutes ces idées-là et je les ai remises un peu partout, à droite, à gauche, etc. Donc voilà, tu vois des originaux, ça c'est cool. De de Titanic. En fait, tous les dessins de Jack, c'est lui. Donc pas que le fameux dessin de Kate Winslet. Où genre quand tu le vois, tu fais ah putain, je suis en train de voir le dessin de Kate Winslet quand même, qui est quand même le dessin le plus mythique du cinéma contemporain, je pense quoi. Et t'as tous les dessins qu'on voit dans sa dans son calepin portfolio en fait de Jack, qui lui montre en fait à Kate sur le pont du bateau, et c'est des dessins qu'on voit pas forcément dans le film d'ailleurs, en fait il en a fait plus, et donc tu fais ah ouais, mais le talent du type, enfin, c'est assez incroyable. Et enfin donc l'expo se poursuit, il y a une espèce de fausse forêt bioluminescente comme dans Avatar pour faire genre c'est rigolo, c'est incroyable, c'est sympathique. Et ça se termine sur Avatar, et notamment ça parle un peu de Dark Angel, où son côté il aime bien les monstres, et il aime bien c'est un super dessinateur pour ça aussi, parce qu'il a des excellentes idées pour les monstres. Oui, mais j'ai pas parlé du film, c'est ça que je cherchais comme film tout à l'heure, c'est pas Avatar, c'est Alien, évidemment, c'est Aliens. Ah bah oui, Aliens, c'est incroyable aussi tout ce qu'il a fait sur Aliens, notamment ça sera le seul exemple que je vais sortir, mais il y en a plein d'autres. Le flingue des Colonial Marines dans Aliens, ils le disent, a inspiré tous les autres flingues des jeux vidéo FPS dans les années qui ont suivi, en fait. Et c'est vrai, quand tu le vois, tu fais mais oui, j'ai joué ce flingue dans tous les FPS du monde dans les années 80-90, après quoi. Enfin, ça a été... Donc en fait, il a posé les bases sur plein de trucs. Il a touché à tout le monde quoi, et ça a été un grand. C'est un grand. C'est un méga James grand. Cameron. Mais c'est fou. Et en fait, ce qui est génial, c'est que des fois, tu peux te dire, j'ai des idées, je vais essayer de les mettre en place. Lui, il les a mises en place, quoi. Et il a fait tous ces trucs, quoi. Voilà. Et je vais terminer là-dessus, un truc qui n'a jamais été fait. T'as une planche de ça, c'est son Spider-Man. T'as une planche de lui, un concept art de son film Spider-Man qui ne s'est jamais fait. Et il le dit d'ailleurs à côté dans les cryptos, c'est écrit, c'est le plus grand film que je n'ai jamais fait. Et c'est vrai que c'est incroyable. Je pense que j'aurais adoré. Ah bah, sur le principe, ça aurait pu être fou. Et en fait, c'est un Spider-Man noir, parce qu'il voulait directement mettre le costume de Spider-Man noir dans son film, qui est en train de grimper un immeuble. Il y a une perspective de dingue où en fait, voilà, t'as de la hauteur et tout. Donc rien que voir ça, tu fais waouh, mais oui, évidemment, ça avait l'air génial. Donc voilà, je peux en parler très très longtemps. J'ai vraiment adoré cette expo. C'est assez long ou comme une bonne heure, visite, je pense, tranquille. C'est tranquille, 1 heure tranquille, voilà. Ah oui, c'est pas très long, 1 heure. Et non, c'est une bonne. Ouais, mais après, alors faut se dire que c'est pas une expo sur James Cameron en tant que tel et sur ses films. Par exemple, tu vois, il y a pas True Lies, il y a pas des trucs comme ça, parce qu'en fait, ils s'en foutent. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'art de James Cameron. Oui, c'est pas une rétrospective en fait, James Cameron. Pas du tout une rétrospective. C'est vraiment James Cameron au travers de son art à lui, quoi. Exactement. Et donc une bonne heure, je pense qu'une bonne heure. Il y a des trucs aussi qui sont cool parce qu'il y a une pièce centrale avec le Titanic, et il y a une porte du décor. La vraie non, pas la vraie. Pas du Titanic. Alors attends, du film Titanic. Oui, ok. Excuse-moi, oui, non, la vraie porte du film Titanic, mais pas du bateau le Titanic. Ok. T'as ça, et t'as un bout de rambarde du film, de décor du film. Et tu fais, c'est cool quand même. Enfin, tu sais, en plus, c'est ils se sont donnés quand même. C'est la porte une des portes principales que les portiers ouvrent quand Jack arrive. Et tout, donc tu fais, c'est pas mal quand même. Voilà. Ouais, moi j'aime bien les expositions sur le cinéma, c'est toujours cool. Il y a moyen de faire des trucs sympas quand même. Carrément. Donc allez-y, les yeux fermés, c'est super, et que vous aimiez Cameron ou pas, c'est génial, quoi. Super. Voilà. Bah écoutez, moi j'avais pas prévu de faire une reco cette semaine parce que j'ai pas vu grand chose la semaine dernière, mais en fait juste avant, en préparant l'émission, j'ai regardé et écouté une vidéo YouTube
d'un youtubeur qui s'appelle Absolute et qui est plutôt expert en Star Wars d'une manière générale, mais il a une deuxième chaîne qui s'appelle Absolute Histoire Fantastique. Okay. Et en l'occurrence, qui traite tout ce qui est Seigneur des Anneaux, House of Dragon, Game of Thrones, etc. Et hier, il a sorti une vidéo sur la danse des dragons, donc la guerre en fait qu'on suit dans House of Dragon. Et donc c'est l'intégralité du conflit donc, qui est basé sur Feu et Sang. Et donc évidemment ça spoil hein, pour les... donc ça s'adresse surtout aux lecteurs. Mais c'est... Enfin, franchement j'ai pris une claque en termes de montage. Le mec a travaillé sa map... toute la carte de Westeros a mis les différents pions en fait des forces en présence. Enfin, c'est super bien fichu. Okay. Et donc pour les gens qui auraient pas lu Feu et Sang mais qui veulent quand même regarder parce que ça traite une partie de ce qui a été adapté dans la saison 1, vous pouvez regarder jusqu'à 25 minutes en étant safe. Après, ça se passe. Voilà, okay. Parce que non, mais ça dure 1h15 quand même, hein, le machin. Oui, ça... Donc ouais, et franchement, c'est un travail de fourmi pour connaître un petit peu le machin. Donc du coup, oui, pour les gens qui veulent pas se spoiler la suite de House of Dragon, vous vous arrêtez à 25 minutes, mais c'est important. Hein. Ah, et c'est l'heure de TikTok qui vibre. Arrêtez. Ok, voilà. 25 minutes, c'est noté. Donc voilà. Mais très franchement, c'est très cool. Et puis le travail de ce qu'il fait d'une manière générale, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc je voulais faire un petit shout-out. D'habitude, on parle pas trop de YouTube, etc. Mais j'avais envie d'en parler comme ça. Parce que c'est vraiment cool. Bah, trop bien. Non, super reco. Malheureusement, moi, je sais que je vais pas y aller parce que j'ai pas envie de me spoiler. Mais, Exactement. Mais tu rappelles, c'est Absolute. Absolute, ouais. Absolute. Alors, il a une chaîne Star Wars et il a une chaîne qui s'appelle Histoire Fantastique, où il parle de Warhammer, il parle de Seigneur des Anneaux, il parle de... etc. etc. Donc trop vraiment... Cool. Tu fais bien de prévenir, je l'ai vu passer, mais c'était pas le bon moment, donc j'ai pas lancé. Voilà. Donc si tu veux pas te spoiler, tu t'arrêtes à 25 minutes, ça s'arrête à la fin de la saison 1, et après, t'as ce qui se passe dans l'épisode 1 de la saison 2. Mais voilà. Trop bien. Voilà pour cet épisode 52 de Pop News. J'espère que ça vous a plu. Nous, c'est toujours un plaisir, évidemment, de vous avoir avec nous pour discuter pop culture. On se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode 53, bien entendu. Pour les gens qui nous écoutent sur les plateformes de podcast, sachez que la chaîne YouTube est plutôt active en ce moment, donc n'hésitez pas à aller la checker. Et d'une manière générale, à activer la petite cloche pour savoir, évidemment... quand on sort des contenus, et puis balancez votre petites étoiles, hein, bien entendu. Ça fait toujours super plaisir. Et on se donne rendez-vous, du coup, la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde. Salut à tous.